Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Comment promouvoir et distribuer efficacement le riz local? Consommer le Made in Côte d'Ivoire, nous y sommes. Les bénéfices pour le consommateur d'abord. Ensuite, le consommer local, les bénéfices pour le producteur. Ensuite, pour l'économie du pays. Parlons ce soir du riz local. La qualité du riz local, la quantité de riz local disponible, la variété également du riz local disponible et la disponibilité en tant que telle de tous ces différents riz et la promotion qui peut être faite ainsi que le réseau de distribution. Et ça fait l'actualité. Des personnes ressources en studio installées, Davis Oyo nous fait un reportage. En ce début d'après-midi, Rita, une habituée de cette grande surface, est en quête de produits locaux, les riz, Made in Côte d'Ivoire. Depuis la pénurie du riz importé, on se tourne vers le riz local. Mais le riz local est difficile à avoir. Le riz local, vraiment, c'est bon à manger, le prix est bon, tout, mais demain, quand tu reviens, il n'y en a plus. La faute est au client. Quand vous prenez un tac de riz produit en Côte d'Ivoire, vous allez prendre peut-être 1 mois ou 2 mois pour les vendre. Nous sommes des commerçants, nous avons les taxes à payer, nous avons tout et tout, nous avons nos engagements vis-à-vis de l'État, de nos employés et autres. Et quand tu prends du riz importé, tu le vends tout de suite. Malgré l'irrégularité de l'approvisionnement du riz local, cette denrée alimentaire attire de plus en plus les consommateurs ivoiriens. Le riz local, il est bon. Le prix est abordable par rapport au riz importé. C'est propre, c'est doux. Ce supermarché accueille en moyenne 3000 visiteurs jour et réalise de bonnes affaires grâce à sa politique fondée sur la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire. L'une de nos forces, c'est la vente et la promotion des produits locaux. Nous travaillons à plus de 80% avec les produits industriellement fabriqués en Côte d'Ivoire. Bon, comme il faut quand même satisfaire tout le monde, on essaie de prendre un peu les produits importés pour continuer. À 80% de nos produits sont des produits made in Côte d'Ivoire. Au milieu des nombreux visiteurs de cette grande surface, le président des consommateurs de Côte d'Ivoire, Soumaoro Ben Fali, il est sur le terrain pour s'assurer de la présence des produits locaux dans les rayons. C'est côté riz seulement qu'il y a un peu de différence. Il y a certains riz localement produits qui est un peu plus cher que ce qui est importé, mais il y a d'autres aussi qui sont moins chers que le riz importé. Mais mon souhait est qu'il y ait une production assez suffisante en matière de riz pour que le marché soit inondé, pour que les prix puissent baisser. Le riz est la denrée de consommation de base de l'Ivoirien. Plus de 2 millions de tonnes de riz sont consommées annuellement. Une partie importante, estimée aux 2/3 du total, proviennent de l'extérieur, notamment d'Asie du Sud-Est. Pourtant, la Côte d'Ivoire a la capacité de produire du riz en qualité et en abondance. Pour les spécialistes, il faut davantage de structures pour qu'un riz de qualité supérieure, compétitif en prix et en disponibilité continue soit offert aux consommateurs ivoiriens. De retour en studio, nous recevons M. Kassoum Kinda. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes agroéconomiste, vous êtes opérateur dans le domaine des intrants de matériel agricole. C'est bien cela. C'est bien cela. Merci d'être avec nous en plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Professeur Nangui Jacob, bonsoir professeur. Bonsoir Mariam. Alors vous êtes ingénieur agronome, vous êtes enseignant-chercheur à l'INPHP. C'est cela. Vous êtes également spécialiste en écologie des sols et en agroécologie. C'est ça. Et vous êtes également promoteur du riz local. C'est bien cela. Messieurs, merci à vous d'être avec nous ce soir. D'abord, déjà à chaud, quel est votre sentiment sur l'élément de reportage qui vient de passer? Monsieur Kassoum, je vous donne la parole. Merci à vous. Je dirais d'abord, je tiens à vous dire merci de nous avoir invités sur ce plateau pour partager avec vous et également l'opinion nationale et aussi bien internationale sur un sujet d'actualité. Et l'élément qui vient de passer retrace effectivement la problématique même de ce que nous vivons et dans ce secteur du riz notamment.
Il s'agit notamment de la disponibilité dans les grandes surfaces et aussi la faveur pour avoir du riz local de qualité supérieure sur ces surfaces-là. Donc, c'est ce qui nous meut depuis longtemps dans notre action et notre activité. Et je pense que dans l'élément, nous allons en parler. Bien sûr. Nous allons dérouler les éléments. Voilà un peu. Monsieur Nangui? Oui, je vais renchérir les propos de M. Kinda pour vous dire aussi merci. C'est une très bonne opportunité que vous nous accordez d'aborder une question qui parle vraiment de souveraineté alimentaire. C'est une question vitale pour le pays. Et pour venir sur le moment de reportage, je pense que ça a été bien dit. Parce que la dame a dit qu'il y a des périodes où on est intéressé par le riz local, mais il y a des moments où le riz manque. Voilà. Et l'autre qui a parlé un peu en tant qu'homme d'affaires, il dit qu'il y a des moments où ils ont du mal à écouler. Et comme il faut, voilà. Donc, ça relève justement la question de promotion. Après, certainement, on va situer les responsabilités par rapport à la question. Bien sûr. Alors, la première des choses, c'est de situer un peu le contexte. C'est-à-dire, lorsque l'on parle de riz local, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'on doit comprendre? D'abord, qu'appelle-t-on riz local? C'est une question très simple, mais qui pourrait édifier certains. Monsieur Kassoum Kinda, je vous donne la parole. OK, merci bien. Je dirais le riz local, le vocal, comme on le dit local, c'est le riz produit dans nos conditions locales, dans nos champs, par nos braves paysans. Il peut être aussi bien produit en conditions inondées comme en conditions de sol sec. Donc, c'est ce qui est produit par nos braves paysans ici localement, que nous appelons et blanchi entièrement, mis en sac. C'est ce que nous appelons le riz local dans un premier temps. Très bien. Monsieur Nangui, alors dites-moi, il y a combien de variétés de riz local en Côte d'Ivoire? Il faut regarder le catalogue du riz en Côte d'Ivoire, et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de variétés. C'est des dizaines de variétés. Donc, il n'y a pas une variété spécifique pour le riz local et une variété spécifique pour le riz importé. Comme a dit M. Kinda, elle dit riz local, tout riz produit en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que l'on produit? On produit à peu près, je donne une estimation, 10 variétés. Le riz est différent 10 fois? Oui. Il y a plus de 10 variétés. Il y a beaucoup de variétés. Il y a des variétés traditionnelles qui ont toujours existé. Et la recherche, avec la recherche, il y a eu une évolution. Il y a eu des variétés, j'allais dire, de deuxième génération. Et aujourd'hui, nous sommes dans les variétés de troisième génération pour parler donc des variétés de riz parfumé et long grain. Et c'est ce qui justement donne l'opportunité au riz local de se faire connaître davantage et de se mettre en face sans complexe, n'est-ce pas, d'aucune variété importée. Alors, parlons de qualité du riz local. On a cette habitude-là, monsieur, madame, tout le monde, donc le consommateur, on a le sentiment que le riz importé est de meilleure qualité, de par l'emballage et de par le visuel. C'est le sentiment. Je prends un exemple concret. Je vous prends l'exemple du riz long grain parfumé. On est quasi persuadé que le long grain parfumé, lorsqu'il est importé, le riz ne va pas changer à la cuisson. Il est beau déjà visuellement, il est blanc. Déjà, vous allez nous dire si on commet des erreurs d'apprécier du riz blanc, déjà. Et ensuite, on se dit qu'à la cuisson, lorsqu'il n'y a pas trop d'eau, le grain reste long, beau et détaché et parfumé. Est-ce que l'on se trompe avec cette analyse? OK. On dirait facilement, pour ma part, pour dire que ce sont des préjugés. Voilà, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de variétés dites locales et de variétés dites importées. Tout est dans le travail final. Il y a dans notre catalogue des centaines de variétés de riz. Et ces centaines de variétés, la recherche les utilise et cherche à capitaliser sur certains caractères précis pour en faire une variété donnée. Et les variétés que nous cultivons aujourd'hui, qui sont prisées ici, dans notre jargon, ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pourrais citer pêle-mêle le CY2, appelé le JT11, le C26, la gamme des Orulux, il y en a plusieurs, et aussi la gamme des jasmins et autres, et également le catalogue des nouvelles variétés africaines dites Nerica. Mais là-dedans, vous allez trouver que ces riz peuvent se mettre en face et être meilleurs que le riz importé. C'est la visibilité, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut qu'on travaille sur les sacs. Il faut qu'on travaille sur la transformation et ensuite
pouvoir le disposer en face. Et même aujourd'hui, quand vous allez, d'autres l'ont dit tout à l'heure, le riz local parfois est plus cher que le riz importé. Pourquoi? Parce qu'on a des variétés qui sont très, 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 très intéressantes, mais qui ont un rendement faible. Donc, derrière, quand on met les facteurs de production derrière et qu'on fait la balance, on est obligé d'avoir un prix élevé. D'accord, on va en développer un peu, mais déjà Voilà. là, on comprend bien que la qualité du riz local est égale ou supérieure à la qualité Voilà. du riz importé. On se met en face, c'est la même production, c'est le riz sortant du champ est pratiquement la même chose en fonction des variétés. Si on produit la variété CY2 en Inde, c'est la même variété CY2, ça sortira de la même manière. D'accord. Ensuite, il s'agira de regarder l'effet de la transformation finale. Comment est-ce qu'on arrive à valoriser ce riz-là derrière? Le polissage et autres, le pierrage pour catégoriser ce riz-là et faire de lui un riz de luxe. D'accord, donc je comprends qu'on a tout le potentiel pour le faire et on a toutes les variétés disponibles. Entièrement. Alors maintenant, M. Langui, dites-moi, pourquoi est-ce que le consommateur, monsieur, madame, tout le monde que nous sommes, on a le sentiment que le riz, il est mal, le riz qu'on a à disposition, comme ça, il est mal trié, il est vendu en vrac également, et on a cette caricature-là qu'on pourrait trouver des petits morceaux de cailloux dedans, et on se porte spontanément vers le riz importé. Pourquoi est-ce que ce sont des situations qui arrivent? Oui, en tout cas, merci. Je pense que c'est une question qui tombe bien à la suite de la réponse de M. Kinda Kasso. C'est dans le traitement. Ce n'est pas parce que c'est local qu'il va y avoir des cailloux ou il n'en aura pas. Ce n'est pas parce que c'est du riz importé qu'il aura des cailloux ou pas. Le tout, ce sont les équipements qui servent à traiter le riz. Donc, dans le processus de traitement du riz, en passant du paddy au riz blanchi, il y a d'abord l'étape qui va permettre donc d'enlever tout ce qui a les corps étrangers, cailloux, etc., du paddy. Et après, le riz va passer dans un premier secteur pour ce qu'on appelle le décortiquage. Donc, quand le riz est décortiqué, il n'est pas blanc. On pourrait l'appeler le riz complet. Donc, il n'est pas du tout blanc. C'est pour ça qu'au village, on dit on pile le riz. Parce que quand on pile le riz, il n'est jamais blanc. Et après, l'autre étape, c'est l'étape du blanchiment. Alors, quand le riz va sortir donc, du blanchisseur, alors il y a aussi cette petite étape qui va aider éventuellement à enlever encore quelques autres impuretés. Mais ça peut s'arrêter là, en général, dans notre cas, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ceux qui sont les opérateurs, s'ils ont les moyens d'avoir autant d'équipements que les équipements en Asie, par exemple, je vous assure qu'on aura les mêmes types de riz avec le même taux de pureté. Donc ce n'est pas une question de riz local, mais c'est une question de capacité d'acquisition des équipements qui coûtent véritablement cher. Et à la limite, il n'y a pas véritablement d'accompagnement. Donc un équipement, tout à l'heure j'ai échangé avec un importateur d'équipements, juste un équipement de fichage de riz, ben, c'est au moins 10, 15, 20 millions. On n'a même pas encore commencé. Ça, c'est le pré-traitement. Donc, la question réside dans les moyens que les opérateurs ont à acquérir les équipements. Sinon, une fois que les équipements sont là, je vous assure, il n'y a aucune différence. Donc, ça veut dire qu'on a les superficies nécessaires pour être autosuffisant, parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en riz. C'est ça. En production de riz local. C'est cela. Mais on a la superficie pour le faire. On a la technologie avec des personnes de... Oui, les compétences sont là. Les compétences sont là pour le faire. Et maintenant, le problème se situe donc l'accompagnement, l'équipement, la transformation, la distribution. C'est ça. On est vraiment dans, dans ce schéma-là. D'accord. Alors, quelles sont les actions, quelles sont les rencontres que vous avez avec les structures compétentes pour ce genre d'accompagnement? Quel est l'état des lieux? OK. Et comme nous l'avons signifié, il faut dissocier les choses. Parlant du riz ou de toute production, en fait, il y a le rôle de l'État en tant qu'acteur, il y a le rôle du secteur privé et il y a le rôle également des ONG. Aujourd'hui, toute la production, qu'elle soit la production agricole en général, s'inscrit dans un cadre de partenariat et PP, et partenariat public-privé, avec les ONG, tout et tout. Donc, c'est l'ancrage que nous souhaitons aujourd'hui, parce que pour que chacun puisse jouer son rôle là-dessus, et que chacun aille faire sa partition. Aujourd'hui, ce que nous,
nous voyons, nous sommes d'abord, il faut mettre en place des structures qui puissent avoir des intrants de qualité, qui est, moi, mon rôle premier, c'est la fourniture d'intrants. Donc, aujourd'hui, on arrive à avoir des intrants de qualité, mais qui ne sont pas toujours après disponibles auprès de nos parents producteurs. Donc, il faut mettre à leur disposition des intrants de qualité et suffisamment... Pourquoi ils ne sont pas disponibles? Moins chers. La difficulté, c'est les prix. Les prix, parce que quand on importe, on fait face à des taxes, on dédouane, on paye des taxes de l'État et autres, et on est obligé de faire un prix de revient et mettre les intrants sur le marché, ce qui est normal d'ailleurs. Donc, on arrive avec des prix d'intrants par rapport aux Indiens qui sont fabriqués en même temps, qui ont des intrants déjà fabriqués chez eux. Donc, les taxes sont moindres quand ils mettent auprès de leurs producteurs. Et encore, il faut souligner que l'agriculture, dans beaucoup de régions, est subventionnée. Subventionnée, ce qui fait qu'on a des difficultés ici à arriver. Parfois, celui qui sort avec 2 tonnes par hectare ou même 4 tonnes par hectare, quand il fait la balance des intrants qu'il met devant, il se trouve avec un compte d'exploitation pas totalement négatif, mais qui tend vers la négativité. Ce qui fait que les gens ont tendance à aller vers l'arrêt. Ensuite, quand on a les intrants, il faut avoir les surfaces pour emblaver. Aujourd'hui, on est en train de plaisanter dans la salle d'attente tout à l'heure. Il y a beaucoup de surfaces ou des bas-fonds qui ont été réquisitionnés de par le passé pour faire le riz que l'urbanisation a pris. Donc, tous ces bas-fonds ont été phagocytés par l'urbanisation aujourd'hui ou produits. Et ce n'est pas que le riz qui est concerné. Il y a toute la problématique de la production agricole qui est concernée par ces faits. Donc, il y a ce rôle régalien. À un moment donné, l'État avait décidé, je sais qu'il y avait un plan qui était sorti pour dire qu'on interdisait même de planter du palmier à huile dans les bas-fonds, parce que les bas-fonds étaient destinés au riz. Oui. Mais après, il y a eu un pied qui s'est levé, donc les choses ont commencé à répartir. D'accord, mais vous avez dit quelque chose de fondamental, il n'y a pas que l'État. Voilà. D'accord. Donc, vous avez dit qu'il y a les acteurs privés. Les acteurs privés également. Et eux, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Les acteurs privés, je suis concerné moi-même. Oui. Donc, on puisse jouer notre rôle fondamental à travers la mise à disposition des intrants de qualité, je dis bien des intrants de qualité, et ensuite qu'on puisse accompagner les producteurs dans la connaissance des itinéraires techniques. Donc, il y a un souci de formation aussi, il y a un problème de formation. C'est clair. Voilà, parce que quand on sort une variété cataloguée, on te dit que la variété a un potentiel de 6 tonnes par hectare. Mais en réalité, quand on se retrouve avec les producteurs, ils se retrouvent avec 2 tonnes par hectare. Et quand on prend la moyenne nationale, le rendement national aujourd'hui, avec les surfaces emblavées, pour une production de riz attendue d'environ 1,4 million, le ministre l'a dit il y a quelques jours, et on a des surfaces de l'ordre de je dirais, 2 millions d'hectares, tout compris. Ça veut dire avec les différents cycles mis en place. Le riz, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 2 cycles pour les variétés à cycle court. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Nangui, dites-nous, là, on a parlé des intrants. Parlez-nous des problèmes rencontrés pour la transformation du riz. La transformation. En tant que transformateur, l'une des difficultés, c'est la disponibilité de la matière première. Voilà. Parce que, effectivement, à certaines périodes de l'année, liées bien entendu aux saisons de pluie, il y a des moments où justement le riz n'est pas disponible. Et donc, quand c'est comme ça, vous voyez qu'on a du mal à faire tourner les équipements alors qu'il y a du personnel à payer. Ça, c'est d'un point de vue, à un certain niveau. Mais l'autre niveau, je l'avais déjà dit, c'est la facilitation qu'on peut avoir en termes d'accompagnement, de subventions pour l'acquisition d'équipements performants. Une fois que ça c'est acquis, on sera vraiment tranquille pour proposer sans complexe notre riz. D'accord. Alors aujourd'hui, dites-nous, Monsieur Kassoum, quelle est la production nationale que vous estimez de riz local? Dans quelle proportion est-ce qu'elle peut satisfaire les consommateurs? On dirait, je reprendrai le mot du ministre. On a dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire attend et affine en 2022 à 1,1 million tonnes environ de riz local blanchi. Et les objectifs avec les actions
et mise en place par le gouvernement vise à accroître cette production de l'ordre de 27% pour se retrouver à 1 400 000 tonnes de riz blanchi produit. En combien de temps? C'est sur l'année. Sur l'année. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le riz de bas-fond, on se situe à un seul cycle dans certaines zones, mais il y a des zones qui arrivent à faire deux cycles. Mais le riz inondé, on arrive à faire les 2 cycles aisément. Donc, mais il va de soi que le riz inondé a un rendement plus élevé que le riz qui se fait en plateau. Et les rendements sont de l'ordre de, je dirais, 3 fois même meilleurs en riz inondé, mais les surfaces sont plus réduites parce qu'il n'y a pas beaucoup de surfaces aménagées. C'est vrai qu'il existe beaucoup, il y a eu beaucoup de surfaces aménagées dans le cadre de l'AVB, de l'Orso et autres. Et l'AVB, qu'est-ce que c'est? Et l'aménagement de la vallée du Bandama qui s'est fait peut-être dans les années 70, 80. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire en ce moment d'atteindre son autosuffisance en riz à l'orée 80. À l'orée 80, qu'on a perdu d'ailleurs. Voilà, on a perdu. Voilà, je dis que c'est stratégique. Hein? Oui. C'est stratégique. Il y a des intérêts qu'il faut pouvoir voilà, mettre dans la balance et trouver le juste milieu, en fait. Voilà. Sinon, avant en conclusion, on va savoir quand est-ce que vous projetez l'autosuffisance en riz pour la Côte d'Ivoire avec tous les projets qui sont initiés. Mais juste avant, j'aimerais que l'on revienne sur la qualité du riz local. Et quand on préparait l'émission, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit, vous n'aimez pas trop qu'on dise riz local, vous auriez préféré qu'on dise riz national. Parce que selon vous, le riz local a une connotation péjorative. Vous pouvez développer? En fait, c'est un peu ça. Quand on parle de local en général ici, en fait, le commun du mortel a l'impression que c'est des riz de basse qualité. C'est pour ça, lui et moi, on en parle tout le temps. On a développé des sacs de riz où il y avait le mot local, j'ai fait un EV. Mais à un moment donné, on a cherché à remettre, parce qu'il y a un mot qui porte à confusion ici aujourd'hui. Le riz, même s'il est fait, produit en Côte d'Ivoire, dès l'instant où on met le mot riz de luxe là-dessus, on paye la TVA, je crois, selon l'année fiscale. Donc, ça demande qu'on enlève pour que le riz soit accessible à nos braves consommateurs. Et péjoratif parce que on a tendance à dire ce qui est fait localement n'est pas bon. C'est la tendance. Et pourtant, c'est le contraire. J'irai et faire la digression. Mais malgré les problèmes rencontrés qui ont été identifiés d'un point de vue disponibilité de l'approvisionnement, d'un point de vue matériel par rapport à la transformation, est-ce que vous nous garantissez que malgré ces problèmes-là, le riz local produit actuellement est de qualité? Très grande qualité. Simplement, c'est en petite quantité. Voilà, c'est en petite quantité. On peut résumer ça comme ça? Oui. Aussi, rapidement, hein. En fait... Attendez, je vais lui donner la parole. D'accord, rapidement. La parole, allez-y. OK. Alors, quand on parle de qualité, je pense qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut voir. Donc, il y a ce qu'on appelle les qualités organoleptiques, c'est le goût. Donc, comme je le dis, en matière de goût, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison parce que quand tu prends le riz importé, du fait d'être conservé longtemps dans le pays de production, de prendre encore du temps après pour traverser l'océan jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire, mais effectivement, il se passe un temps long, des années, depuis la conservation jusqu'à ce que le riz arrive au niveau du consommateur. Donc, effectivement, le riz perd beaucoup de sa fraîcheur. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas comparer, de ce point de vue, on ne peut pas comparer le riz importé au riz local. Le riz local, il est beaucoup plus frais. Le riz est sorti du champ, à peine usiné, il est mis à la disposition des producteurs. Donc, quand tu le manges, il se laisse manger. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est, quand on parle de qualité, c'est effectivement tout ce qu'il y a comme corps étranger. Et à ce niveau, c'est là que je voudrais parler donc des équipements. Donc, quand on a des équipements pour pouvoir enlever tous ces éléments, ça existe. Mais comment l'acquérir, c'est l'autre question. Actuellement, sur les marchés, on a du riz local. Là, on va parler de réseau de distribution et je vais vous demander de conclure. Nous sommes à quelques minutes de la fin de notre entretien. Parlez-moi de la distribution, donc de la commercialisation de ce riz-là. Les personnes qui nous écoutent ce soir se disent, parce qu'il y a un regain, il y a un orgueil ivoirien qui fait aujourd'hui qu'on a compris qu'il faut consommer local. Mais où trouver ces produits actuellement? Vous nous avez garanti qu'il y en a et que la qualité est excellente. C'est ça. Où trouver ce riz actuellement? On va parler de distribution. Allez-y. OK. À ce niveau, comme j'ai eu à le relever, la chaîne de distribution demande à être encore organisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est des initiatives épars
qu'il faut capitaliser et en faire un bon réseau de distribution pour que ce riz-là soit disponible dans les surfaces comme il faut. D'accord. Aujourd'hui, les gens le vendent par des messages téléphoniques et autres. On demande, je sais que Jacob produit du riz, on appelle Kinda, il produit du riz. Voilà. On a quand même vu dans l'élément de reportage qu'il y a des de grandes surfaces qui se sont spécialisés là-dedans. C'est ça. Mais il y a beaucoup de travail encore qui reste à faire. C'est ça. D'accord. Alors, si vous aviez, en guise de solution, si vous aviez des pistes de solutions à proposer pour que, dans un futur très proche, l'Ivoirien puisse consommer à volonté le riz local, ce serait lesquels? Vous allez conclure avec, après je vous donne la parole. Oui, en fait, vous voyez, permettez-moi cette petite anecdote. Quand on était au lycée, on a tous appris cette question. Donc, pour revenir un peu sur la question, ça veut dire que... Alors, vous êtes un peu d'accord. Bon, je vous donne la parole. Voilà. En fait, il faut d'abord aborder la question de la production. Parce qu'on veut faire la promotion du riz local, mais est-ce qu'on est sûr de l'avoir en quantité et en qualité? Donc, c'est la question de la production qu'il faut aborder. Quant à la promotion et la distribution, c'est des questions qui vont suivre naturellement. Donc, ça ne sert à rien de faire la grosse promotion, la grosse publicité, et quand tout le monde s'intéresse au riz, il n'en a pas. Donc pour moi, la première question, c'est la production d'abord qu'il faut résoudre. Et pour ça, il faut un accompagnement de l'État, mais il y a des initiatives qui sont en cours. Oui, des initiatives sont en cours, mais il faut les renforcer. Il faut véritablement les renforcer pour y arriver. Quelles sont vos pistes de solutions? OK, merci bien. Comme il a dit, la production demande à être renforcée. Mais l'élan, aujourd'hui, si le producteur est sachant que produire du riz, il a un débouché derrière et que son revenu est garanti, tout de suite, il va s'y mettre. La preuve, dans le Nord, pour des surfaces destinées au coton, par exemple, les producteurs ont tendance à délaisser une partie du coton aujourd'hui pour faire du riz, du maïs ou de l'arachide parce que ça leur rapporte plus. D'accord, donc c'est la rentabilité. Donc c'est la rentabilité pour eux aujourd'hui. Et s'il y a des unités de transformation fiables, avec du matériel fiable, qui permettent de mettre du riz de qualité sur le marché pour le consommateur final, il va de soi que la chaîne d'approvisionnement sera faite en continu. Alors, avec toutes les actions qui sont en cours, avec les structures concernées, quand est-ce que vous projetez cette autosuffisance en consommation de riz local? Juste une période. Nous, c'est pas notre rôle, franchement. Nous sommes des acteurs privés de la chose. Donc, ce sont ceux qui tiennent la filière, ceux qui sont les entreprises, les structures étatiques. C'est pas votre rôle. C'est pas notre rôle, c'est les structures étatiques. Voilà. Effectivement, nous, on les accompagne. Nous sommes un maillon de la chaîne. Mais la politique et la stratégie pour cela, c'est vraiment au niveau institutionnel, au niveau du ministère d'État, du ministère de l'Agriculture. D'accord. Voilà. Je vous remercie, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Donc, c'était comment promouvoir et distribuer le riz local. Madame, monsieur, vous l'avez compris, le Made in Côte d'Ivoire, nous y sommes. Les bienfaits pour le consommateur, pour les producteurs, également pour l'économie du pays. Madame, monsieur, bonsoir. C'est nous qui vous remercions.